Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la pensée du XXe siècle, un courant qui a voulu en quelque sorte faire le grand ménage en philosophie, la philosophie analytique. Le grand ménage, l'expression est parfaite. Pour nous guider dans cette exploration, on s'appuie sur un ouvrage d'introduction de Bruno Leclerc, La logique comme méthode. Et le titre dit tout, en fait. Oui, c'est ça. Le but, ce n'est pas de décortiquer un système de doctrine, mais vraiment de comprendre une méthode, une nouvelle façon de faire. Exactement. L'idée de base, c'est que la plupart des grands problèmes philosophiques, ils sont pas vraiment faux. Ils sont dépourvus de sens. Dépourvu de sens, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'ils naissent des ambiguïtés, des imperfections de notre langage de tous les jours. Du coup, leur mission à ces philosophes, c'était de nettoyer le langage. Créer un outil d'une précision absolue, quasi mathématique. Voilà, rendre la philosophie aussi rigoureuse qu'une démonstration. C'est un projet fascinant et un peu fou. Alors plongeons directement dans cette quête. Tout commence avec un mathématicien allemand, Gottlob Frege. Oui, Frege. Il est obsédé par une chose: le langage courant est un désastre pour la pensée rigoureuse. Il est bon pour la poésie, mais pas pour la science. C'est ça. Prenez un mot tout simple comme le verbe être. Le ciel est bleu, ça exprime une propriété. D'accord. Paris est la capitale de la France, ça exprime une identité. Ok. Et Dieu est, ça exprime l'existence. Ah oui, c'est vrai. Trois usages complètement différents pour le même mot. Exactement. Et pour Frege, c'est la source de tous les mots. Sa solution est radicale. Il veut créer une idéographie. Une idéographie. C'est-à-dire une sorte de langage conceptuel parfait, oui, une sorte d'espéranto pour la pensée pure. L'idée, c'est d'avoir une syntaxe où la forme de la phrase reflète parfaitement la structure logique de la pensée. Et pour ça, il va faire sauter une distinction qui datait d'Aristote, Laquelle? celle entre sujet et prédicat. Il la remplace par une analogie qui vient des maths. Des maths en philosophie. Expliquez-nous un peu. Pensez à une fonction mathématique simple, comme x au carré égale 4. Telle quelle, l'expression n'est ni vraie ni fausse. Elle est. Incomplète. Elle attend quelque chose. Voilà, elle est insaturée, comme dit Frege. Elle attend une valeur pour x. Si on met 2, la proposition devient vraie. Si on met 3, elle devient fausse. D'accord. Et le rapport avec la philosophie? Frege dit qu'un concept, c'est la même chose. Le concept est une planète, est une fonction insaturée. Il attend un argument pour le compléter, pour le saturer. Comme Mars. Si on met Mars, on obtient Mars est une planète, qui est une proposition vraie. Précisément. Et cette distinction est cruciale. D'un côté, il y a les objets, comme Mars, qui sont complets, saturés. De l'autre, les concepts qui sont incomplets. Et la règle d'or, c'est qu'on ne peut jamais les mélanger. Ça a l'air un peu technique, mais j'imagine que les conséquences sont énormes. Absolument. Frege nous dit que la structure de notre logique détermine ce dont on peut parler de manière sensée. Notre grammaire dessine les contours du monde. D'accord, Frege a forgé les outils, mais qui a vraiment commencé à les utiliser pour démolir un problème philosophique concret? C'est là qu'intervient Bertrand Russell, un Anglais brillant, un peu iconoclaste. Ah, Russell. Il va prendre les outils de Frege et les appliquer à un casse-tête célèbre. Prenons la phrase «L'actuel roi de France est chauve». Ok? La question est, cette phrase est-elle vraie ou fausse? C'est un piège. Vu qu'il n'y a pas de roi de France, j'aurais tendance à dire qu'elle n'a pas de sens. C'est l'intuition qu'on a, mais pour Russell, dire ça, c'est un peu fuir le problème. Pour lui, la phrase a un sens, et elle est tout simplement fausse. Comment ça? Son coup de génie, c'est de montrer que la forme grammaticale nous trompe. Il traduit la phrase et révèle qu'elle n'affirme pas une chose, mais trois choses à la fois. Trois choses? Oui. Premièrement, il existe au moins une entité qui est l'actuel roi de France. Deuxièmement, il n'y en a qu'une seule. Et troisièmement, cette entité est chauve. Ah, je vois. Et comme la toute première affirmation «il existe un roi de France» est fausse, Toute la conjonction s'effondre. L'ensemble est faux. c'est une solution incroyablement élégante. On n'a plus besoin de se demander si le roi de France non existant a des cheveux ou non. Plus qu'élégante, c'est une libération. À l'époque, des philosophes comme Meinong postulaient des sortes de mondes parallèles où existeraient toutes ces entités non existantes. La montagne d'or, Pégase? Voilà. Une sorte de jungle ontologique. Russell, avec sa théorie des descriptions définies, il passe un grand coup de débroussailleuse. Le problème n'était pas dans la réalité, mais dans notre mauvaise analyse de la phrase. C'est l'exemple parfait de la méthode analytique en action. C'est ça. On dissout un problème.
Cette quête d'un langage parfait, poussée par Frege et Russell, atteint une sorte de point culminant et peut-être une crise, avec une figure incontournable. Ludwig Wittgenstein. Oui, et avec lui, on a presque 2 philosophes pour le prix d'un. Le premier et le second Wittgenstein. Exactement. Le premier, celui du Tractatus Logico-Philosophicus, pousse la logique de ses prédécesseurs dans ses retranchements les plus extrêmes. Il développe ce qu'on appelle la théorie de l'image. L'idée, c'est qu'une phrase doit être une image logique de la réalité. Oui, il doit y avoir une structure commune, un isomorphisme entre le langage, la pensée et le monde. Une phrase, pour être vraie, doit ressembler à un fait. Comme une carte routière ressemble au territoire. C'est une bonne analogie. Mais le cœur du Tractatus, c'est sa distinction entre dire et montrer. Expliquez-nous ça. Les propositions du langage peuvent dire comment les choses se passent dans le monde. Le chat est sur le tapis, ça dit un fait. Mais ce que les propositions ne peuvent pas dire, c'est leur propre forme logique. Ah! Elles ne peuvent que la montrer. C'est comme la carte routière. Elle montre la disposition des rues, mais elle ne peut pas contenir une phrase qui explique les règles de la cartographie. Ces règles sont juste implicites dans la carte elle-même. Voilà. Pour Wittgenstein, la logique est comme ça. Elle n'est pas dans le monde. Elle est le cadre qui nous permet de penser le monde. Elle est transcendantale. Et c'est ce qui mène à cette conclusion complètement folle du livre, où il nous dit en gros que tout ce qu'il vient d'écrire est un non-sens et qu'il faut jeter l'échelle après être monté dessus. C'est exactement ça. C'est à la fois génial et incroyablement frustrant. Il montre les limites du langage de l'intérieur. Mais des années plus tard, il revient avec une vision complètement transformée, le second Wittgenstein. Oui, celui des recherches philosophiques. Et là, il abandonne totalement l'idée d'un langage idéal, d'un miroir unique du monde. Il a une nouvelle métaphore, je crois. Oui, le langage n'est plus un miroir, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils. Il soutient que le langage n'est pas une structure unique, mais une mosaïque de ce qu'il appelle des jeux de langage. Des jeux de langage. Le sens d'un mot, ce n'est plus l'objet qu'il représente, c'est son usage dans un contexte. Pensez à « bonjour »,« au secours »,« bravo ». Ils n'ont de sens que dans leur fonction. Demander, remercier, ordonner, ce sont des jeux différents, avec des règles différentes. C'est ça. Le mot « au » peut être un ordre, une question, une affirmation. Le sens, c'est l'usage dans une forme de vie donnée. Donc il n'y a plus de vrai sens caché à découvrir, juste une description de la manière dont nous utilisons les mots. Absolument. La tâche du philosophe n'est plus de construire une théorie, mais de nous thérapier de nos confusions en nous rappelant comment on utilise vraiment les mots. C'est un changement radical. On passe de la quête de la vérité absolue à une sorte d'anthropologie de nos propres pratiques. C'est un bon résumé. Cette focalisation sur le langage va prendre une direction encore différente, beaucoup plus orientée vers la science, avec le Cercle de Vienne et l'une de ses figures de proue, Rudolf Carnap. Oui, et pour eux, le contexte est crucial. Ils écrivent à une époque de montée de l'irrationalisme en Europe. Leur projet est aussi politique. C'est une défense de la rationalité en quelque sorte. Une défense acharnée. Leur but, c'est une reconstruction rationnelle de la science. Et l'ouvrage de Carnap, L'Hofbau, est la tentative la plus ambitieuse de réaliser ce projet. La construction logique du monde, rien que le titre, ça sonne encore plus ambitieux que Frege. Comment voulait-il s'y prendre ? Imaginez construire un château en Lego immense, mais avec seulement 2 types de briques. Ok. Des toutes petites briques qui représentent des vécus élémentaires, une sensation de rouge, un son, et une seule règle d'assemblage, le rappel de ressemblance. Et avec juste ça, il pense pouvoir tout reconstruire ? Les objets physiques, les nombres, la psychologie. C'est le pari fou de Carnap. Bon, pour être honnête, le projet s'est avéré trop ambitieux et a été abandonné. Ah, Mais l'esprit de la démarche a été incroyablement influent. C'est le cœur du positivisme logique. l'idée qu'un énoncé n'a de sens que s'il est soit une vérité logique, soit vérifiable par l'expérience. Voilà. Tout le reste, la métaphysique, la théologie, est considéré non pas comme faux, mais comme dépourvu de sens, des pseudo-énoncés. Et Carnap, comme Russell, a son propre outil pour les débusquer. Cette distinction entre le mode matériel et le mode formel. Oui, c'est un outil de clarification très puissant. Si je dis en mode matériel, la Lune est une chose, mais le nombre 5 n'est pas une chose. On a l'impression de parler de l'essence des choses, de la nature profonde de la Lune et des nombres. Et ça peut lancer un débat métaphysique sans fin. Carnap propose de traduire ça en mode formel. C'est-à-dire en parlant de notre langage.
Exactement. La phrase deviendrait « Dans notre langage, la Lune fonctionne comme un nom de chose, alors que 5 fonctionne comme un nom de nombre. » C'est génial. C'est un outil de désarmement philosophique. Au lieu de se disputer sur ce que sont les nombres, on clarifie les règles de notre propre discours. On transforme un problème philosophique en une question sur la syntaxe. Pour eux, c'est la solution à presque tous les problèmes de la métaphysique. Bon, si on essaye de rassembler les pièces du puzzle, on voit bien que la philosophie analytique est tout sauf un bloc monolithique. C'est clair. C'est l'histoire d'une idée qui se transforme. On part du grand rêve d'un langage parfait, le miroir de la vérité avec Frege et Russell, Oui, puis on explore les limites de ce que ce langage peut dire avec le premier Wittgenstein qui finit par faire imploser son propre système. Wittgenstein. la boîte à outils. Et enfin, la logique devient un scalpel pour unifier et clarifier le discours de la science avec Carnap. Le fil rouge, à travers tout ça, reste cette conviction que la clarification du langage est la tâche première de la philosophie. Peut-être même sa seule tâche. Oui. Que ce soit en construisant une langue idéale ou en analysant nos jeux quotidiens, l'objectif est le même. Poser les problèmes si clairement qu'ils finissent soit par se résoudre, soit par s'évaporer, en révélant ce qu'ils étaient, des illusions nées d'une confusion linguistique. Et pour finir, une pensée pour la route qui nous vient du second Wittgenstein. Ah, Il suggère que les règles de nos jeux de langage, ce qui nous semble évident, sont ancrées dans nos formes de vie communes. Si c'est vrai, ça veut dire que nos certitudes les plus profondes, ne reposerait pas sur des faits objectifs, mais sur des conventions silencieuses, sur la façon dont on a appris à parler et à agir ensemble. ce qui soulève une question vertigineuse. Laquelle? Si on rencontrait un jour une culture avec des jeux de langage et des formes de vie radicalement différents des nôtres. Est-ce qu'on pourrait seulement se comprendre? Voilà. Ou bien serions-nous, comme eux, à jamais enfermés dans les limites de notre propre grammaire, incapables de penser ce qui pour l'autre est une évidence absolue.